Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 29 mai 2008 et j'ai le plaisir de vous présenter le 47e, je crois, numéro, à moins que ce ne soit le 48e, peut-être ai-je mal compté, d'Entre nous soit dit. Entre nous soit dit, aujourd'hui, va faire partie de l'histoire car il y a exactement 40 ans, le général de Gaulle disparaissait pendant un court instant, quelques dizaines de minutes, 1 heure, 2 heures peut-être, à Baden-Baden. Et cela nous donne l'occasion de parler de cet événement considérable à la lumière, bien sûr, d'ensemble de mai 1968, 40 ans effectivement que ces événements se sont produits, grâce à l'aide d'Henri Christian Giraud. Bonjour Henri Christian Giraud, qui est journaliste et écrivain, et je veux dire historien. Henri Christian Giraud, dont la carrière a été marquée notamment, et je ne peux pas citer tous les événements de votre carrière, au moins par le fait que vous étiez le directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, et aujourd'hui vous publiez aux éditions du Rocher L'accord secret de Baden-Baden, un maître ouvrage de 500 pages qui se lit vraiment comme un roman. Et pour ceux qui aiment la politique et l'histoire, c'est vraiment un formidable moment à passer. Le seul inconvénient de cet ouvrage, c'est un petit peu son poids, donc pour ceux qui ont les mains un peu faibles, il faut essayer de se faire aider un peu par un soutien quelconque, mais je vous l'assure, c'est un livre absolument passionnant. Alors Henri Christian Giraud, vous avez déjà écrit sur les relations entre De Gaulle et les communistes, et à l'occasion de la publication de cet ouvrage, vous revenez sur ce qui reste quand même un mystère, qui est beaucoup moins mystérieux après la lecture de votre livre, mais qui concerne le rôle que les communistes ont joué dans la fin des événements de mai 68, dans leur déroulement et dans la fin, et surtout que l'Union soviétique a joué. Alors d'abord, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de publier cet ouvrage, puisque vous aviez déjà un passé dans l'historiographie du général de Gaulle? Alors ce qui m'a donné d'abord l'idée de publier cet ouvrage, c'est que j'ai été le premier journaliste à interviewer le général Massu lorsqu'il a sorti son livre Baden 68, une fidélité, témoignage d'une fidélité gaulliste, aux éditions Plomb en 1983. Bon. J'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer pour le Figaro Magazine et il m'en est resté certains doutes sur la réalité de ses propos. Non pas que je mettais en doute ses propos, mais il m'apparaissait que le général de Gaulle ne pouvait pas être aussi défaillant que Massu pensait et pouvait penser l'avoir vu. Voilà. Il se trouve aussi que je suis un peu un spécialiste des relations entre De Gaulle et les communistes, puisque j'ai commis 2 livres sur le sujet en 88-89, De Gaulle et les communistes, qui sont une histoire des relations secrètes entre De Gaulle et l'Union soviétique, et De Gaulle et le Parti communiste. C'est 2 histoires en parallèle. Voilà. Donc, il m'a semblé très vite que toutes les hypothèses que l'on présentait à l'époque, la défaillance, l'opération psychologique, l'association des 2 noms Massu-de Gaulle, ou le recours à la force armée ne tenaient pas le coup. Alors précisément, lorsque on lit votre livre, on s'aperçoit d'abord qu'il y a un certain nombre d'événements sur lesquels on a, est-ce le travail de la mémoire ou de l'oubli, on a une vision qui petit à petit se révèle fausse. On les a vécus, ces événements, enfin, ceux qui ont l'âge de les avoir vécus, on a lu beaucoup sur ces événements également, mais effectivement, l'image qu'on en garde n'est pas toujours très fidèle. Ce sont les péripéties de la mémoire. Tout à fait. Alors, votre livre, évidemment, apporte un éclairage extrêmement professionnel. Vous avez vraiment travaillé à la fois en historien et en journaliste, et il y a par exemple un travail admirable qui est fait sur les bulletins d'information de l'époque, chose que peu de gens font. Oui. Et vous avez eu l'excellente idée, une idée très prometteuse en ce qui concerne les résultats, et on s'aperçoit finalement, on commence un peu par la fin si vous voulez, mais ce n'est pas une mauvaise façon de faire parfois, que quand on a fait un téléfilm récemment dans le cadre, je crois que c'était les dossiers de l'écran ou une émission de ce genre, qui était une reconstitution. Mais la reconstitution, par exemple, du bulletin d'information de TF1, qui ne s'appelait pas encore TF1, c'était, je ne sais plus comment ça s'appelait, la première chaîne de télévision, est radicalement fausse. Non pas par volonté qu'elle soit fausse, sans doute, de la part des auteurs, mais parce qu'ils n'ont pas assez travaillé, manifestement, ou que ce qui s'est dit à TF1 n'était pas vraiment ce qu'ils croient avoir entendu. Alors, il y a quand même un événement capital dans cette émission
de TF1. Vous pouvez nous le révéler maintenant, puisqu'il est dans votre livre. Ben, c'est le journal télévisé. Voilà. Le journal télévisé, en effet. Le journal télévisé que présente ce film dans la reconstitution de l'événement de la disparition de Gaulle, du 29 mai 68, est une fausse reconstitution. Bon, alors on dirait que c'est une fausse reconstitution, ça ne peut pas être très autrement, parce que on ne peut pas donner à toute son importance dans un film à un journal télévisé, et là ce journal télévisé ne fait qu'une minute, ce qui est déjà beaucoup sans doute dans le film, alors que dans la réalité il fait plus de 23 minutes. Bon. Mais surtout, c'est le fond, les propos qui sont dits dans ce journal télévisé sont radicalement différents de ceux qui se sont tenus dans la réalité. Hein. Voilà. Alors bon, je dirais que c'est ce faux journal télévisé apparaît comme, et c'est ça qui me gêne un peu, c'est qu'il apparaît dans le film comme un vrai journal télévisé. Hein. Et c'est là qu'il y a peut-être un peu de malhonnêteté, parce que les auditeurs et surtout les participants à cette émission, c'était en effet les dossiers de l'écran. Il y avait là le général Massu, il y avait là une partie de son entourage, le colonel Jacques Richard, le général Maton et bien d'autres, se sont laissés prendre à ce faux journal télévisé, parce qu'il avait toutes les apparences du vrai. Mais c'était un faux journal télévisé et personne n'a songé à l'époque à le mettre en question, en doute. Voilà. Donc, et vous l'avez fait. Je l'ai fait. Alors, j'ai été contraint de faire appel à ces documents dont vous parliez, ces documents audiovisuels et de radio. Je me suis fondé sur les documents sonores de RTL, en l'occurrence, parce que c'était la radio quand même la plus installée. Europe numéro 1 naissait à cette époque-là, mais là c'était la radio la plus installée. Et j'ai été contraint parce que je me suis aperçu que dans la description chronologique précise de ces événements, je ne pouvais pas y parvenir en me fondant seulement sur les témoins. Hein, car je me suis aperçu très rapidement que soit leur mémoire était défaillante, soit ils mentaient délibérément. Hein, et parmi les personnalités les plus considérables. Bon. Or, j'ai longtemps hésité sur la méthode à employer pour saisir la vérité des événements à la minute près, puisque je voulais absolument dire les choses les plus exactement possibles. Et donc j'ai été contraint de faire appel à ces documents audiovisuels, et je ne le regrette pas, parce que évidemment ça donne un tout autre paysage. Car ce qu'apprend le général de Gaulle ce soir-là, il est à Colombey, il vient de rentrer de Baden, il est à Colombey, il écoute le journal télévisé, et il apprend il ressuscite. Que le Parti communiste, en fait, ne prendra pas l'Élysée. Ne prendra pas l'Élysée, et surtout que le Parti communiste rentre dans le rang et ne poursuit pas sa logique de montée en puissance. Très brièvement, l'histoire du Parti communiste, de l'attitude du Parti communiste en mai 68 est relativement simple. Depuis le 3 mai, date du fameux éditorial de Georges Marchais dans l'Humanité, fustigeant les groupuscules gauchistes, maoïstes, etc., sous la direction de l'anarchiste allemand Cohn-Bendit, formule qui, on le sait, va faire Flores, jusqu'au 24 mai, le Parti communiste soutient le régime et soutient surtout le général de Gaulle. Il ne soutient pas forcément Pompidou, mais il soutient le général de Gaulle. Pourquoi ? Parce que Moscou tient au général de Gaulle, parce que sa politique étrangère est jugée favorablement à Moscou. Bon. Mais le 24 au soir, après l'échec du discours de Charles de Gaulle dit lui-même « j'ai mis à côté de la plaque » et surtout, plus gravement, il dit « je ne sens plus la France ». Bon. Le Parti communiste comprend là il y a un tournant, que le général de Gaulle n'est plus lui-même, et le Parti communiste commence à regarder du côté de la FGDS, que vient de fonder François Mitterrand, qui lui fait des appels du pied depuis plusieurs mois pour un programme commun, pour une union de la gauche. Bon. Mais moyennant quoi, le Parti communiste se lance quand même dans les négociations de Grenelle, et puis c'est l'échec de Grenelle, le 27 au matin.
Et là, comme le dit très justement Balladur, qui était quand même bien placé pour le savoir, puisqu'il était auprès de Pompidou, dit, à partir de ce moment-là, c'est l'anarchie totale dans le pays. Il n'y a plus d'État. C'est-à-dire que l'État s'est effondré. Bon. Donc il y a un vide. Et évidemment, le Parti communiste, qui est à l'époque la deuxième force politique du pays, et qui jusque-là marchait la main dans la main avec le régime gaulliste, selon la célèbre formule de Pierre Nora, on assistait au duo, compère et complice du Parti communiste et du Parti gaulliste. Eh bien, le Parti communiste commence à envisager de rompre cette alliance pour ne pas d'abord se laisser déborder sur sa gauche par les gauchistes, et puis parce qu'il voit que le régime gaulliste va à volo et qu'il n'y a pas de réaction en face. Voilà. Et donc à partir de ce moment-là, le Parti communiste envisage cette fameuse manifestation colossale, qui s'annonce colossale, du 29 après-midi, qui est une manifestation de force. Mais c'est une manifestation de force qui a pour but en réalité d'installer complètement le Parti communiste dans le paysage politique, et pas de monter à l'assaut insurrectionnel du pouvoir. Le Parti communiste n'envisage jamais l'insurrection politique, brutale. Non, simplement, il envisage de se substituer légalement, institutionnellement, au régime gaulliste qui disparaît progressivement sous ses yeux. Et pourtant, si le Parti communiste dit que vous n'envisagez pas une prise violente du pouvoir, de l'autre côté, du côté du gouvernement, c'était bien ce qu'on craignait. Il y avait une psychose communarde terrible. C'était en effet à tous les étages des institutions, c'était une panique totale. Et De Gaulle lui-même, je pense, a d'une certaine manière cru à l'insurrection, car il s'est dit, il est possible que De Gaulle avait titillé par ses voyages en Roumanie et à Varsovie, puisqu'il était allé y contester le système de Yalta, il se disait qu'il n'était plus peut-être persona grata du côté des soviétiques. Bon, il l'était toujours, mais il ne l'a su un peu qu'au dernier moment. Il ne l'a su que parce que la visite à Baden du maréchal Koschwoi, patron des forces soviétiques en Allemagne de l'Est, était maintenue au 28 au matin. Alors, c'est précisément là que se situe un des principaux intérêts de votre livre. Ils sont très nombreux, puisque c'est un tableau vraiment magistralement dressé et peint de cette période d'un mois à peu près, dans laquelle des événements gravissimes se déroulent en France. Mais ce qu'il y a de très frappant, et ce qui est probablement le plus important, je crois, dans l'appréciation juste que l'on peut faire de ces événements, c'est qu'au fond, le général de Gaulle n'a jamais vraiment perdu la maîtrise des événements. Alors certes, les événements lui ont échappé à un certain moment, notamment dans ces derniers jours du mois, mais si l'on vous lit bien et si l'on analyse bien vos écrits, on s'aperçoit qu'au fond, il a tout manigancé. Non pas, bien sûr, l'effondrement du pouvoir, ça, il a dû le subir. En revanche, son départ n'a pas été le fait d'une panique. Absolument pas. Tout était préparé. Ce qui est moins précis, non pas dans votre récit, mais dans son esprit, semble-t-il, c'est le sort qui va être le sien. Que va-t-il faire une fois qu'à Baden, il aura pris ou non connaissance de ce qu'il vient chercher? Est-ce que vous pensez, je crois avoir compris ça en lisant votre livre, qu'au fond, jusqu'au moment où il est à Baden et qu'il a un entretien avec Massu, il n'a pas encore, comme il le dit, pris ses résolutions? Non, il n'a pas pris ses résolutions, et c'est pour ça que la caravelle présidentielle a été transférée de Villacoublay à Saint-Dizier. Bon. De Gaulle va à Baden parce que le maréchal Koschwoi vient rendre une visite de courtoisie à Massu. Cette visite, d'ailleurs, tombe tout à fait par hasard. Elle était programmée, je le pense. Michel Koschwoi, précisons, qui est le patron des forces soviétiques en Allemagne, qui avait invité Massu immédiatement après le retrait de la France du commandement intégré de l'OTAN, c'est-à-dire 2 ans avant. Et donc, il est prévu de faire une visite de courtoisie, et cette visite de courtoisie est fixée à mai 68. Ça tombe comme ça, et le 28 mai 68. Bon. De Gaulle, le 28 au matin, quand l'anarchie s'empare du pays, qu'il ne dirige plus rien, qu'aucune manette ne répond plus,
se décide à lancer un appel au secours à l'Union soviétique pour calmer le Parti communiste, qui en effet monte en puissance et peut apparaître comme très menaçant. Il peut apparaître comme très menaçant parce que pour la première fois de son histoire, la CGT sort de son rôle syndical pour appeler à une manifestation qui aboutirait à un changement politique, puisque le slogan c'est « De Gaulle démission, 10 ans ça suffit, et gouvernement populaire ». Et donc, la menace aux yeux du pouvoir est réelle. Or, De Gaulle a quand même des relations étroites avec l'Union soviétique depuis très longtemps, exactement depuis novembre 1940, date à laquelle il a eu des contacts avec Ivan Maïski, l'ambassadeur soviétique à Londres. Et puis, contact qu'il a renouvelé et renforcé le 25 juillet 1941 via Serge Vinogradov, lorsqu'il était lui-même, De Gaulle, dans les États du Levant, où il a fait une proposition programme à Staline. Bon. Et puis, il y a toute l'affaire, toute la suite de ces relations. Staline est d'accord pour reconnaître la France libre, mais il pose quelques conditions. Et parmi ces conditions, il y en a deux surtout. La première, c'est la réintroduction du Parti communiste sur la scène nationale à partir de la résistance. Bon, le Parti communiste qui avait été exclu de la scène nationale par Daladier. Et la deuxième condition que pose Staline, c'est que De Gaulle œuvre à l'ouverture du second front le plus à l'ouest possible. Bon, alors que Churchill et Giraud, notamment le général Giraud, mon grand-père, sont plutôt favorables à une offensive à partir de la plaine du Danube pour couper la route de Berlin à l'armée rouge. Voilà. Donc De Gaulle acquiesce à ces deux conditions, donc il se crée quand même une certaine intimité entre le Kremlin et De Gaulle. Bon, cette intimité, elle va se renforcer quelque temps après, même quand De Gaulle sera sorti du pouvoir lors de l'affaire de la CED, puisque le Parti communiste et le Parti gaulliste vont œuvrer ensemble à la CED. Et elle va se renforcer encore sous Khrouchtchev, lorsque Khrouchtchev va venir en France, puisque De Gaulle va lui faire quand même certaines confidences que je livre dans mon ouvrage. Et puis arrive mai 68. Et devant cette montée en puissance d'un parti communiste menaçant, enfin qui lui apparaît très menaçant, De Gaulle décide de se retourner vers la maison mère pour calmer la filiale. Bon, ce qu'il avait fait déjà en décembre 1944, lorsqu'il était allé à Moscou signer la belle et bonne alliance. Alors précisément, lorsque le général De Gaulle envisage de se tourner vers les Russes, il y a quand même, j'allais dire, un peu d'eau dans le gaz entre eux, parce qu'il est allé en effet en Roumanie et auparavant en Pologne. D'autre part, il a tenu des propos, même sur la Tchécoslovaquie, qui, rappelons-le, vit son printemps de Prague. Et donc, les Russes ne sont pas forcément dans une disposition particulièrement favorable, mais il y a quand même deux éléments que vous mettez parfaitement en exergue et qui jouent un rôle capital. Premièrement, Moscou a de très gros soucis avec Prague. Et deuxièmement, la main de la Chine se retrouve également dans les événements de 68. Donc finalement, De Gaulle, qui calcule admirablement bien son coup, il faut quand même le dire, sait, parce que c'est quand même un stratège, sait que Moscou ne pourra pas faire autre chose que d'aller dans son sens. Encore faut-il le vérifier. Donc c'est, d'après vous, la véritable raison de son voyage à Baden. Alors, De Gaulle ne peut pas faire venir Massu à Paris. La question que l'on se pose en effet, c'est pourquoi De Gaulle ne fait-il pas venir Massu à Paris? Tout simplement parce que Massu est l'hôte de Kochevoï, qu'il reçoit le 28 dans la journée, et qu'il reçoit le soir à la résidence, et qu'il ne va partir que le 29 en fin de matinée. Massu ne peut pas abandonner son invité comme ça. Donc, et De Gaulle en plus est pressé par cette fameuse, et dans l'urgence à cause de cette fameuse manifestation qui démarre précisément le 29 en début d'après-midi. Donc il est contraint d'aller lui-même, de se rendre lui-même à Baden. Je sais par un certain nombre d'informations que je livre d'ailleurs, 2 ou 3 preuves, qu'il a décidé de se rendre à Baden dès le 28 en fin d'après-midi. Il annule d'ailleurs à ce moment-là le rendez-vous qu'il avait donné à Perfit. C'est comme ça d'ailleurs, c'est une des preuves que nous avons. Il dit à Yvonne de Gaulle, son épouse, qu'ils vont abandonner, qu'ils vont partir de l'Élysée au matin. Donc elle demande à son frère, Jacques Vendroux, s'il ne peut pas emmener sa femme de ménage de l'Élysée dans son village pour le 29 au matin, etc. Donc il y a un certain nombre d'éléments qui montrent que de Gaulle a décidé son voyage
de partir. Pourquoi? Parce que le maréchal Kochevoï tient en réalité un double discours. Alors d'abord, De Gaulle lance cet appel au secours via l'ambassade soviétique à Paris le 28 au matin. Il a un messager qui est bien identifié, c'est Léo Hamon. Léo Hamon, qui est l'ami de Youri Doubinine, qui est le premier secrétaire de l'ambassade soviétique, et l'ambassadeur étant Zorine. Et De Gaulle lance cet appel à secours au nom, je dirais, d'un argument de type militaire. Il dit attention, s'il y a le moindre désordre dans ce pays, si le Parti communiste me met en l'air, s'il y a des désordres dans ce pays, nous sommes encore membres de l'Alliance Atlantique, bien que n'appartenant plus au commandement intégré, et il y a un article dans l'Alliance Atlantique qui stipule que les pays de l'Alliance peuvent intervenir pour rétablir le calme, pour rétablir l'ordre en France. Donc, De Gaulle soulève une possible invasion américaine en France pour titiller, pour attirer l'attention des soviétiques. D'ailleurs, Doubinine le dit dans son message à Moscou, il dit ce qui frappe, c'est le sérieux avec lequel le gouvernement français envisage la situation. Bon. Donc les Russes, le Moscou va répondre non pas de façon par un canal politique, ils auraient pu répondre par le canal politique de l'ambassade soviétique, non, ils vont choisir de répondre par le canal militaire. Parce qu'il se trouve que Kochevoï est là sur le moment. Alors Kochevoï, ce n'est pas n'importe qui. Alors ce n'est pas un simple général soviétique. C'est pas un simple général soviétique. D'abord, il est 3 fois héros de l'Union soviétique. Il commande 5 armées de 5 ou 6 divisions chacune. Je dirais que c'est pour le front occidental, c'est l'ennemi numéro 1. Bon, mais il n'est plus l'ennemi numéro 1 pour la France depuis le retrait de la France de l'OTAN et depuis surtout le changement de stratégie militaire, depuis la fameuse doctrine aérée qui établit une stratégie tous azimuts, et donc qui fait que l'Union soviétique n'est plus l'ennemi prioritaire. L'Union soviétique est un ennemi comme peut l'être demain les États-Unis ou la Grande-Bretagne. Bon. Donc Kochevoï, et d'ailleurs pour bien marquer cette différence de statut et ce nouveau partenariat franco-soviétique, le premier acte des soviétiques au retrait de la France de l'OTAN, du commandement intégré de l'OTAN, ça a été précisément l'invitation par Kochevoï de Massu à son PC de Wunsdorf, Et le 29, c'est la visite que rend Kochevoï à Massu. C'est la visite de courtoisie qui le rend. Bon, alors là, il tient 2 discours. Il tient d'abord un discours de guerre, puisqu'il, en survolant la plaine de Bade, en hélicoptère avec Massu, il lui dit qu'attendez-vous pour brûler tout cela. Et puis, il part dans un violent discours contre la RFA, contre Bonn, c'est-à-dire qu'il fait clairement comprendre à Massu que l'ambiance au Kremlin est à la guerre. Et l'ambiance est à la guerre, ça veut dire que l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie est programmée. Bon, et que Moscou entend faire tenir dans cette affaire le rôle de bouc émissaire à l'Allemagne. Voilà. Bon. Et De Gaulle, c'est la première partie du discours, dans l'après-midi du 28. Et De Gaulle, on a évidemment immédiatement les comptes rendus sur son bureau, et ne comprend pas très bien, sans doute, ce discours, car la visite de Kochevoï, a priori, signifiait que Moscou lui était tout à fait favorable, et là, c'est un discours qu'il ne comprend pas très bien. Donc il se rend à Baden, il décide de se rendre à Baden en fin d'après-midi. Le soir, à la réception de la résidence, changement de discours total, le maréchal Kochevoï dresse un vibrant éloge du grand président Charles de Gaulle et parle à sa manière, c'est-à-dire de façon assez brutale, du traitement que le régime gaulliste devrait infliger aux émeutiers, aux étudiants. Il faut les écraser, dit-il, à plusieurs reprises. Bon, donc là, l'appui de Moscou apparaît assez clairement. Mais évidemment, il y a quelques conditions, et la condition, c'est que les relations franco-soviétiques, et Kochevoï le dit, et Massu le rapporte à plusieurs reprises, Kochevoï dit que les relations franco-soviétiques doivent se renforcer. Absolument. Donc en fait, ce que veut savoir De Gaulle, c'est très précisément ce que Kochevoï a dit. Mais alors il y a dans votre récit quelque chose qui est très troublant, c'est qu'au fond, Massu ne se rend pas vraiment compte que De Gaulle, d'une certaine manière, cherche à le cuisiner. Il ne le cuisine d'ailleurs probablement pas, parce que ce serait lui mettre la puce à l'oreille. Il ne tient pas à révéler les choses. Mais quand vous avez interviewé Massu, est-ce qu'il était conscient
parce que c'est quand même pas mal d'années après, c'était en 83. 83. Est-ce qu'il était conscient de ce que le général de Gaulle avait dans la tête, ou bien pour lui, le dernier état de sa confidence a été de dire de Gaulle, je lui ai remonté le moral, il est reparti. Alors, Massu, en réalité, je pense, a finalement compris, il n'a pas compris sur le moment. De Gaulle l'a conditionné immédiatement, puisque les premiers mots qu'il lui adresse, c'est Massu, tout est foutu, les communistes prennent le pouvoir en France. Donc, il est évident que Massu, devant cette révélation de l'emprise communiste sur le régime, n'a pu que développer l'argument que lui avait développé la veille Cochevoy, et donc il lui a tendu la perche. Bon, et naturellement, quand j'ai posé la question à Massu à l'époque, et que je lui ai dit, mon général, bien sûr, vous avez parlé au général de Gaulle du discours de Cochevoy, et notamment de l'appui que Moscou donnait à vous donnez, puisque Cochevoy dit qu'il faut écraser les étudiants, donc le message est parfaitement clair. Massu m'a dit, non, je n'ai pas évoqué cet argument. Bon. Je ne l'ai pas cru, mais je n'ai pas pensé non plus que Massu pouvait mentir. Je me suis dit simplement, il l'a oublié. Pour lui, là ce n'est qu'une hypothèse psychologique, et je suis d'autant moins certain de l'hypothèse que ce n'est pas moi qui ai fait le livre, mais il me semble quand même que dans l'état psychologique que vous écrivez parfaitement bien où était Massu, il a pu dire les choses sans s'en apercevoir. Mais bien sûr, dans son exhortation au ressaisissement, il a dit des choses, il a dit de Gaulle ne peut pas fuir. Il est évident qu'il a dû développer un certain nombre d'arguments qu'il a oubliés par la suite. En réalité, cet argument-là, il l'a bien développé, et c'est le colonel Jacques Richard, son adjoint, qui me l'a révélé, puisqu'il lui a dit clairement, bien sûr, j'ai parlé au général de l'attitude de Moscou vis-à-vis des émeutiers, de ce que va être le régime. Eh bien, nous allons, après cette première partie haletante, alors même qu'il y a 40 ans que ces événements se sont déroulés, nous allons marquer une brève pause technique pour permettre à nos téléspectateurs de souffler un peu, et nous revenons tout aussitôt. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Henri-Christian Giraud, journaliste et écrivain, ancien directeur de la rédaction du Figaro, adjoint de la rédaction du Figaro Magazine, et auteur d'un ouvrage très important et absolument passionnant, que viennent de publier les éditions du Rocher, et que je vous présente, L'accord secret de Baden-Baden. Un ouvrage de plus de 500 pages. J'ai oublié de dire le prix de l'ouvrage, je ne le vois pas ici. C'est 21 €. 21 €. Bon. Excellent rapport qualité-prix. Ouais. Donc, un ouvrage absolument essentiel que nous traitons, ce sont les hasards de l'histoire, le jour même où De Gaulle est parti à Baden-Baden, c'est-à-dire le 29 mai 68, et nous sommes aujourd'hui le 29 mai 2008. Alors, au cours de la première partie de cette émission, Henri-Christian Giraud nous a, en quelque sorte, dévoilé un certain nombre des arrière-plans de cette visite de Gaulle à Baden-Baden, et nous allons maintenant revenir un peu en arrière, parce que finalement, il est bon de commencer par la fin, comme je le disais tout à l'heure, dans la mesure où ça permet quand même d'éclairer le nœud de cette histoire, mais maintenant il faut que nous revenions aux origines de mai 68. Donc mai 68, au début, c'est tout simplement une manifestation étudiante, et on pourrait dire que la crise générale n'est absolument pas prévue, puisque vous commencez votre ouvrage par une citation du général de Gaulle qui, au cours de ses vœux du jour de l'an, quelques mois auparavant, dit qu'il ne voit que du bonheur en quelque sorte dans l'année qui vient, et qu'il cite même Verlaine. Donc tout va bien. Mon Dieu, la vieille là. Alors, est-ce qu'il ne se rendait pas compte de l'état de la France, ou est-ce que personne ne pouvait s'en rendre compte, alors pourtant que Vincent-Pontet écrivait « La France s'ennuie ». Oui, mais c'est pas parce qu'un pays s'ennuie qu'il est prêt à s'insurger quand même. Hein. Donc je pense en effet que personne n'a vu venir mai 68, parce que c'était une période relativement faste, et que c'est une sorte de prurite juvénile qui a fait que mai 68 a démarré comme ça, puisqu'on dit que c'est la demande des étudiants voulant rejoindre les étudiantes à Nanterre qui a été un peu l'occasion de cette brusque flambée. Pardon de vous interrompre, mais vous savez qu'en ce moment, il est question qu'on permette de supprimer la mixité. Donc, vous voyez, 40 ans après, on change un peu les choses. Pas dans les universités. Pas dans les universités, non. Mais donc, je pense que personne, très sincèrement, n'a vu venir mai 68. Et d'ailleurs, j'étais à Nanterre, il se trouve que j'étais à Nanterre en licence de philo en 67. Hein. Donc, et je suivais les cours, notamment, d'un marxiste célèbre, puisqu'il n'était autre que Henri Lefebvre. Bon, un marxiste un peu dissident, parce que
ses œuvres étaient plus ou moins interdites en Union soviétique, d'ailleurs. Bon. Et il est vrai que le titre de ces conférences, c'était d'ailleurs Sexualité et Société. Bon, ça dépeint un peu... On était dans l'ambiance. Nous étions dans l'ambiance de l'époque. Bon. Et il est vrai aussi que Cohn-Bendit, chaque fois, venait prendre le micro, que lui cédait gentiment à Lefebvre, pendant 5 minutes pour nous exhorter à je ne sais quoi. Voilà. Donc en fait, vous avez fréquenté Cohn-Bendit à l'université. Donc, je n'ai pas eu de relation particulière avec lui, mais enfin, je le voyais prendre le micro, il n'y avait pas de... Bon, c'est vrai qu'il y avait des moments un peu violents, avec les descentes d'Occident, qui cassaient du Bolshoi, les Bolshois qui cassaient Occident, etc. Mais enfin, rien de grave. Sinon quand même, et j'avais eu l'occasion d'en faire un article pour Carrefour, quelques années plus tôt, sur cette construction de l'université de Nanterre au milieu du bidonville. Bon. Et à l'époque, il y avait eu 1 ou 2 viols, parce que le bidonville entourait complètement la faculté. Et le doyen, je ne sais plus qui c'était, je ne sais pas si c'était déjà Grappin à l'époque, avait décidé de faire que les cours se terminent assez tôt, vers 17h, c'est-à-dire encore en plein jour. Bon. Et cette mesure avait été qualifiée de raciste par le syndicat communiste ou cégétiste du coin. Voilà. Bon. Mais hormis ces faits divers, plus ou moins grave, il n'y avait pas de véritable contestation, donc je pense que personne n'a vu venir mai 68. Alors, ce qui est caractéristique de mai 68 en France, ça n'est pas l'insurrection étudiante, parce qu'elle a eu lieu un peu partout sous les formes diverses. C'est le fait que les travailleurs, comme on dit, c'était en fait les salariés pour l'essentiel, ont embrayé à un certain moment sur ces manifestations. Et alors, là, il y a un événement qui, à mon avis, n'est pas suffisamment pris en compte par la plupart de ceux qui ont écrit sur mai 68, ce sont les ordonnances de 1967 sur la sécurité sociale. Elles ont été déterminantes dans le climat. Je m'en souviens très bien, parce que déjà, je m'occupais de problèmes de sécurité sociale, et j'avais noté chez mes interlocuteurs, notamment chez les syndicalistes, une extrême sensibilité à ce qui avait été quand même, qu'on le veuille ou non, une première forme de nationalisation de la sécurité sociale qui sortait de son statut de paritarisme, si vous voulez. Et bon, parce qu'il était nécessaire d'y mettre de l'ordre, étant donné que la dérive avait commencé. Et moi, ça m'avait vraiment frappé à l'époque, parce que je m'étais dit que si vraiment ces interlocuteurs syndicalistes, pour la plupart, que je fréquentais, parce que j'étais à l'époque moi-même président d'un syndicat médical, et j'avais remarqué qu'ils étaient particulièrement remontés contre eux. Donc en fait, bon, je ne suis pas sûr que ce soit la seule raison, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y avait un climat de contestation. Et un climat de violence, et d'ailleurs, dès janvier, à Flins et ailleurs, les observateurs ont été surpris par la violence ouvrière. Hein. Oui. Donc il y avait manifestement là un climat bouillonnant. Hein, et qui ne se voyait peut-être pas, sauf par moment, mais quand ça se manifestait très fortement. Alors quand ça s'est passé, alors là évidemment la situation est devenue assez vite, non pas incontrôlable, mais très difficile à contrôler. Très difficile à contrôler. Il faut bien savoir, et c'est ce que fait remarquer une sociologue anglaise, Christine Ross, que mai 68, c'est la plus grande grève de toute l'histoire du mouvement ouvrier. Hein. C'est bien plus important que 36, parce que c'est général. C'est général. On arrive rapidement à 16 millions, 18, 20, 22 millions de grévistes. C'est-à-dire que la France s'arrête. Et que faire quand la France s'arrête? Bon, Pompidou le voit très bien. Il n'y a plus rien à faire. Hein, bon. Et là-dessus, évidemment, se greffe la tentative des étudiants de se rallier, le mouvement ouvrier. Bon, au nom, évidemment, d'un certain nombre de slogans que le mouvement ouvrier ne comprend pas, parce que le mouvement ouvrier se fait autour de revendications salariales et autres, hein, alors que les mouvements étudiants n'a pas ce type de slogan. Hein, c'est sous les pavés la plage, l'ouvrier de base ne comprend pas forcément ce que cache cette formule. Voilà. Mais quand même, il y a à un moment donné, sur le terrain, possibilité de ralliement, possibilité de fusion entre les deux mouvements, le mouvement étudiant et le mouvement ouvrier. Heureusement que Jacques Chirac, à l'époque, a
des contacts avec la CGT et que Pompidou comprend que certaines violences étudiantes, qui sont sans doute dues d'ailleurs à certains anarchistes ou à certains violents particuliers qui se sont mêlés aux manifestations, comprend que cette violence va exaspérer les Parisiens. Et c'est ce qui se passe en effet assez rapidement. Le 24 au soir, l'opinion publique commence à décrocher de ces manifestations. Et c'est ce qui explique que le succès viendra pour la manifestation du 30. Voilà. C'est l'exaspération. C'est l'exaspération. Il y a une espèce de ras-le-bol là. Bon. Et puis il y a la libération de l'essence. Indéniablement, De Gaulle. Alors vous révélez qu'il avait fait des stocks dans le bois de Boulogne. De Vincennes. Le bois de Vincennes. Bon, donc cette opération essence a été programmée par le pouvoir et à un moment donné, il a libéré l'essence et les gens ont pu partir en vacances car il faisait beau. Oui. Donc, ce qui d'ailleurs a beaucoup contribué au succès des événements de 68. Le beau temps est un élément déterminant. Alors précisément dans cette affaire de mai 68, dans cette réunion qui s'est faite entre les étudiants et les travailleurs, même si cette réunion n'est pas allée très loin en vérité, il y a quand même eu un phénomène qui m'a beaucoup frappé, parce que j'ai vécu ces événements moi aussi, c'était la libération de la parole. Je me rappelle que dans des endroits variés où je pouvais aller, des gens me parlaient. Je n'ai jamais refusé de parler à quiconque, mais des gens qui ne me parlaient jamais pour des raisons qui leur appartenaient, se mettaient à me parler, et à d'autres. Et donc, je crois qu'il y a eu quand même, au-delà de ce que vous venez de dire et qui est l'essentiel, il y a eu quand même une espèce de décrispation générale qui a fait qu'au fond, la France souhaitait tourner une page. Et je crois que ce qu'elle souhaitait tourner, c'était finalement la page de la guerre et du gaullisme. Alors non pas qu'elle fût devenue anti-gaulliste, mais parce que, au fond, ça a toujours été ma thèse, et certains m'ont toujours accusé à cause de cela de ne pas être équitable avec le général de Gaulle, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais j'ai toujours pensé que le général de Gaulle, non pas, s'était pas trompé d'époque, mais qu'il avait appliqué, en revenant en 1958 au pouvoir, les solutions qui auraient été excellentes en 1938. Sans doute. Voilà. Et donc, j'ai eu le sentiment, à travers ce que j'ai pu vivre moi-même ou analyser, qu'au fond, cette volonté des gens était plutôt le fait de se libérer d'un certain carcan qui, on l'a bien vu. C'est très net, il y avait quand même un carcan, c'est un régime dur, quand même, hein. C'est un régime de censure. Pas l'oublier. Aujourd'hui, on a tendance à déifier le général de Gaulle, mais enfin, son régime commence quand même, au dire de Mitterrand, de Mendès France et d'autres, et même de Raymond Aron, ça commence par un coup d'État. Hein. Ça se poursuit par une révolte militaire à propos de l'Algérie, et ça se termine quand même par une révolte étudiante. C'est un régime c'est une époque bouillonnante. Hein. Aujourd'hui, évidemment, on voit ça avec le recul, tout va bien, tout est très bien. Non, tout n'allait pas très bien. Le niveau de vie a progressé parce que Pompidou a lancé l'industrialisation de la France. Hein. Mais sur les plans des mœurs, sur le plan intellectuel, c'était plutôt tendu et violent. Et il est évident que pour des gens de ma génération, qui avaient 20 ans en 68, mai 68 a été l'occasion d'une certaine libération. Et donc de la parole et de bien autre chose. Il y a une scène qui est tout à fait emblématique à ce sujet, c'est lorsque un débat sur la première chaîne de télévision, il y avait Pierre Charpy qui était l'oracle de la presse gaulliste et un ou deux journalistes et qui se sont fait apostropher par Sauvageot et Cohn-Bendit. Et on avait vraiment eu l'impression qu'on allait changer de génération complètement, que tout allait bouger. Et donc tout ça a été un élément déterminant. Il faut bien voir quand même que l'information est totalement contrôlée. Hein, et à un moment donné, De Gaulle dit devant Debré, c'est Debré qui le révèle, il dit il faut un lock-out de l'ORTF. C'est-à-dire pour recommencer à zéro. C'est-à-dire qu'il faut virer tout le monde. Bon, il est évident qu'aujourd'hui, une telle proposition ne prospérerait pas, même si elle ne manquerait pas totalement de fondement. C'est un autre problème. Enfin bon, ne soyons pas méchants avec les confrères, ils seraient capables de nous en vouloir après. Alors non, oui, il faut préciser également, je tiens à dire que, pour terminer ce que j'avais dit concernant l'appréciation du régime qu'a installé le général de Gaulle, qu'il semble bien que son fils ne m'en ait pas voulu, puisqu'au terme d'une émission que j'avais faite avec lui, il m'a dit merci pour la mémoire du général de Gaulle. Donc, je pense que j'ai fait œuvre d'équité. Donc, alors, nous sommes donc en
plein cœur de mai 68, et je dirais qu'à ce moment-là, le général de Gaulle a une décision difficile à prendre, partir en Roumanie ou ne pas partir. Alors nous sommes, naturellement, nous ne sommes pas à la fin de ces événements, nous sommes au 14. Le 14. Donc c'est une décision qui est grave. C'est une décision qui est grave, et d'ailleurs il hésite à partir. Hein. Et puis certains l'y poussent, comme Couve de Murville, même comme Pompidou, qui veut avoir les mains libres, Pompidou, hein, parce qu'il sent que le général de Gaulle ne maîtrise pas bien la situation, ne sent pas les événements, et que lui, Pompidou, a une solution, qui sont les négociations salariales. Bon. Et de Gaulle hésite, et puis finalement, malgré Fouché, malgré Debré, qui l'empêche de partir, il décide de partir, et curieusement, et ça a dû jouer dans sa réflexion, c'est à ce moment-là que les occupations d'usines commencent. Comme on disait à l'époque, les ouvriers de je ne sais plus quelle usine, d'ailleurs, soudent le taulier, c'est-à-dire l'enferme, sauf que le taulier, d'ailleurs, c'était Papon. Hein, bon, c'était Sud Aviation, d'ailleurs. Sud Aviation. Bon. Donc, les occupations d'usines commencent. Et De Gaulle ne peut que faire le lien entre, je dirais, sa campagne d'émancipation européenne vis-à-vis des blocs, hein, et ces occupations d'usines sur le terrain, car ces occupations d'usines sur le terrain, elles sont quand même le fait du mouvement ouvrier. Bon, et le mouvement ouvrier à l'époque est quand même piloté par la CGT en grande partie. Bon, en réalité, je ne sais pas si c'est tout à fait exact, parce que les premières occupations d'usines sont dues à davantage à FO et à la CFDT qu'à la CGT. Mais bon, mais la CGT reprend vite le contrôle. La CGT reprend vite le contrôle parce qu'elle ne peut pas se laisser déborder sur sa gauche, c'est évident. Donc à partir de ce moment-là, évidemment, la tension monte et je dirais le décalage entre les foules qui ovationnent à Bucarest le général de Gaulle et celles qui le conspuent à Paris est assez flagrant. Et d'ailleurs, il est assez fréquent que des déplacements aient lieu justement dans des périodes pareilles, et on a toujours constaté qu'au fond, ceux qui s'en vont ont tort. Quand des événements se déroulent, il vaut mieux rester sur place. Mais enfin, ça, on ne va pas refaire l'histoire. D'ailleurs, il a raccourci son voyage. Il a raccourci son voyage quand il a entendu parler de gouvernement populaire, voilà, hein, par Waldeck-Rochet. Voilà. Et là, il s'est dit, si il y a une tentative qu'il a toujours craint, hein, d'union de la gauche, mon régime se fragilise. Et il est revenu en catastrophe. Là. Alors, est-ce que dans cette affaire, on a dit que Pompidou a été quand même celui qui a le mieux résisté, ce qui quand même est assez vrai, je pense, à travers il tenait tout en main, Pompidou. Il faisait l'office de ministre pratiquement de toutes les fonctions. Ministre de l'Éducation, ministre de la Défense, tout s'est effondré. Il était seul, seul et son entourage, Jaubert, Balladur, Sommeil, il dirigeait avec quelques personnes. C'était un état-major de guerre. C'était un général. Hein. Et c'est ce qui a accrédité, me semble-t-il, en partie, l'idée que le général de Gaulle avait perdu la main d'une part, et surtout qu'il avait perdu en quelque sorte son habituelle maîtrise. Et c'est peut-être pour ça qu'on a cru très longtemps, jusqu'à ce que vous apportiez la preuve du contraire, qu'il n'avait nullement perdu. Il avait certes perdu le contrôle de la situation, comme tout le monde, mais il n'avait pas perdu la maîtrise des événements. Non, parce qu'il disposait d'une carte secrète, qui était sa diplomatie secrète avec Moscou. Et il savait qu'à la fin des fins, il pourrait toujours compter sur le Kremlin pour calmer le Parti communiste, qui était, je le dis encore, la deuxième force du pays, et qui, à partir du moment où elle rompait le pacte gaulo-communiste, devenait une force très menaçante. Alors, quelle conclusion tirez-vous, finalement, de ce qui va être un des derniers éléments de l'alliance gaulo-communiste, une alliance qui ne dit pas son nom, enfin qui est quand même au moins une connivence sur l'avenir de la Ve République? Est-ce que nous sommes encore dans la même Ve République que celle que le général de Gaulle préside encore pour 1 an, à peu près? Ou bien est-ce que nous sommes passés dans un régime qui garde le nom? On y est toujours, mais ce n'est plus le général de Gaulle. Parce que Moscou a quand même posé des conditions au soutien du régime. Hein, et la première des conditions, c'est que de Gaulle calme le jeu, médiatiquement même, lors de l'invasion de la Tchécoslovaquie. Hein. Et de Gaulle va s'y employer, puisque le 24 août 68, 3 jours après l'invasion, en Conseil des ministres, il traite l'invasion soviétique en Tchécoslovaquie de déplorable incident. Il emploie le terme d'incident. On n'est pas plus modéré. On n'est pas plus modéré. Donc il donne le là. Et le 29, 4 jours après, 5 jours après,
Debré, nouveau ministre des Affaires étrangères, devant la commission des Affaires étrangères, va traiter publiquement, cette fois, l'invasion soviétique en Tchécoslovaquie d'incident de parcours. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez du scandale à l'époque, mais il est évident que De Gaulle a apporté là à l'Union soviétique un concours diplomatique qui était un peu l'équivalent de son concours diplomatique qu'il avait apporté aux États-Unis, d'ailleurs, dans l'affaire de Cuba. Bon. Et puis la deuxième condition, c'est ce que j'ai découvert quand même, et c'est peut-être un peu plus grave, c'est que, comme je l'ai dit, Moscou a voulu faire tenir à Bonn, à la RFA, le rôle de bouc émissaire dans cette affaire tchécoslovaque. Alors à l'époque, on était comme aujourd'hui d'ailleurs, avec Angela Merkel, c'est la grande coalition qui régnait à Bonn, c'est-à-dire le SPD, les socialistes et la CDU. Bon. Et De Gaulle s'est prêté à ce jeu en accusant, lors du sommet franco-allemand du 26 septembre 1968, à une terrible accusation contre le chancelier, contre Georges Kissinger. Il a accusé l'Allemagne, De Gaulle, d'avoir voulu attaquer l'Union soviétique dans le dos. Bon. Ce qui était quand même un peu gros. Bon. Donc, il n'en avait pas les moyens. Il n'en avait pas les moyens. Et évidemment, il y avait un piège dans cette attitude soviétique, c'est que les soviétiques voulaient favoriser dans cette grande coalition Brandt, le SPD, plutôt que la CDU. Et donc, à partir d'ailleurs de ces offensives soviétiques et françaises contre Kissinger, la CDU s'est effondrée. Et c'est le SPD progressivement qui a surgi. Or, comme disait Markus Wolf, le grand espion d'Allemagne de l'Est, Moscou espérait vivement l'arrivée de Brandt au pouvoir, car son os politique nous y était très favorable. Là, nous sommes vraiment en plein maelstrom géopolitique. C'est une affaire où De Gaulle a un avantage extraordinaire, c'est qu'il a une vista et des nerfs dont il est sûr. Dont il est sûr, c'est sûr. Mais il a des conditions à remplir de la part des Soviétiques, car les Soviétiques ne donnent rien pour rien. Hein. Alors, nous avons le livre fourmi de révélations, des plus triviales, je dirais, ou banales, aux plus fondamentales, mais on ne peut pas passer sur ce qui fait aussi l'agrément d'un livre, c'est-à-dire le caractère amusant de certaines choses, et parfois c'est même plus qu'amusant. Je pense en particulier à la façon dont le préfet Grimaud, et ça c'est une révélation de votre livre, a maîtrisé en grande partie la situation vis-à-vis des étudiants grâce à une installation téléphonique. Là, il faudrait que vous nous racontiez ça, parce que c'est vraiment extraordinaire. On accuse, et les gaullistes accusent toujours le préfet Grimaud d'avoir été laxiste. Hein. Et il est vrai que certaines manifestations d'étudiants sont passées bien près de l'Élysée, Bon, et ont pu semer un trouble naturel. Bien. Mais en réalité, et je crois que le préfet Grimaud ne l'a jamais révélé, c'est qu'il avait pris contact avec l'état-major d'étudiants, et avec Esmar, avec Sauvageau et quelques autres, et qu'il avait installé des lignes particulières entre l'état-major qui était rue Monsieur le Prince, si je me souviens bien, et la préfecture. Vous racontez dans le livre, c'est une anecdote très, très amusante, Grimaud essaye de joindre et n'arrive pas facilement Gesmar, et il se trouve qu'il lui dit, j'ai eu du mal à vous joindre, mais on n'a qu'une seule ligne de téléphone, que ça ne tienne ni Grimaud, vous allez en avoir d'autres. Et les fonctionnaires de police les techniciens viennent installer des lignes de façon... Ce qui n'est pas bête. Ce qui n'est pas bête, de façon à pouvoir... ce qui a permis quand même à Grimaud de savoir à peu près ce qui se passait. Alors évidemment, dans ces événements, il y a toujours un caractère imprévisible, hein, surtout avec des étudiants, quand même, bon, et des gens jeunes. Mais ça lui a permis de savoir que les étudiants, que ce mouvement étudiant n'aboutirait pas, du fait des étudiants, à la guerre civile. C'est ça. Donc à la violence pure. Et en fait, il semble bien, d'après tout ce qu'on a pu apprendre, et notamment de ce qu'on a appris dans votre livre, qu'au fond, c'est un petit peu comme dans ces histoires marseillaises où des gens sont prêts d'en venir aux mains, et l'un se lève et dit « Quoi, on ne retient plus ici !» On ne retient pas. Oui, mais le problème, c'est que on est vite dépassé par les événements. Et on voit bien que mai 68, c'est finalement l'histoire d'un certain nombre de groupes, et de groupes très importants, qui au fond n'avaient pas l'intention de tout bousculer à ce point-là, et qui pourtant ont failli être amenés à le faire. Tout à fait.
Donc là, c'est là que l'histoire sûr, devient compliquée. Et les révolutions, c'est un basculement subit et souvent peu prévu. Hein. Quelles ont été les conséquences, à proprement parler, politiques? Tout le monde a parlé au cours de cette commémoration qui vient d'avoir lieu et qui continue des événements de mai 68, de l'aspect social, de l'aspect psychologique et bien sûr de l'aspect sociétal, comme on dit maintenant, mais sur le plan purement politique. Moi, je crois que c'est la fin de Gaulle. Je crois que les conditions posées par Moscou sont telles que De Gaulle sent qu'il n'a plus de possibilité de manœuvre sur le plan international. Hein, bon. Et puis la nature de l'Union soviétique est telle qu'elle ne permet pas l'entente, la détente et la coopération comme il le pensait. Hein. Il a affaire non pas à la Russie, comme il l'a toujours dit, mais à l'Union soviétique, et à une Union soviétique qui est alors en pleine montée en puissance, une montée en puissance formidable, parce que sous Brejnev, les engins balistiques soviétiques ont largement dépassé numériquement les engins. Et vous rappelez dans une note de bas de page, qui effectivement, compte tenu du volume du livre, ne pouvait pas être développée davantage, mais que les gens ont oublié, c'est qu'au moment où Reagan arrive au pouvoir aux États-Unis, les Russes sont au sommet de leur puissance. Et c'est Reagan qui va finalement réussir à les user avec la guerre des étoiles. La guerre des étoiles, et donc tout ça, ce sont des événements absolument essentiels. Et à mon avis, De Gaulle, quand même, comprend et change. Il ne change pas fondamentalement d'option politique étrangère, parce qu'il ne peut plus, mais il se condamne à l'insuccès avec ce référendum dont tout le monde lui dit que ça sera une défaite, mais il le dit d'ailleurs plusieurs fois, plusieurs reprises, il dit « je ne souhaite pas gagner ». Donc je crois que l'affaire est entendue. En revanche, avant de partir, la doctrine militaire change. Oui. Et elle change avec l'article du général Combeau dans la revue de défense nationale dès le 15 novembre 68, et elle va changer avec la doctrine Fourquet quelques temps plus tard, au moment où le général de Gaulle partira d'ailleurs. Donc on en revient là à la doctrine traditionnelle de l'ennemi à l'Est. Voilà. Donc c'en est fini de la stratégie tous azimuts. Ça en est fini de la stratégie tous azimuts et de l'entente détente coopération. Hein. Bon, elle reprendra sous une autre forme avec Pompidou et Giscard, c'est vrai, mais sous une autre forme quand même. Une page se tourne. Alors dernier point, puisque malgré toute la passion que nous avons à vous entendre, il va falloir terminer. Dernier point, sur le plan purement, j'allais presque dire politicien, c'est aussi d'une certaine manière la fin du communisme. Pas tout de suite, mais il a déjà commencé à... C'est la fin du communisme parce que c'est la fin chez les intellectuels français. Je dirais c'est l'aboutissement d'un mouvement de contestation du monopole communiste sur les esprits. Ça commence avec Budapest, hein, et ça se termine, je pense, 12 ans plus tard avec 68. Les étudiants, même les élèves d'Althusser, commencent à prendre leur distance vis-à-vis d'une vision marxiste de l'homme, du monde et de l'avenir. Eh bien, ce sera notre conclusion. Il me reste, avant de vous remercier, à rappeler que cet ouvrage que vous venez de publier aux éditions du Rocher et que je montre à la caméra, L'accord secret de Baden-Baden, est un maître ouvrage, comme je l'ai dit tout à l'heure, absolument passionnant et essentiel pour bien comprendre ces événements. Il se lit véritablement comme un roman, on dit tout cela, mais il m'arrive de lire des romans qui m'ennuient, donc j'aime mieux lire votre livre que certains romans. Mais il est vrai que pour ceux qui aiment à la fois la politique, l'histoire, et puis tout simplement la vie, parce que c'est vraiment l'histoire d'une France qui est en proie à des troubles très profonds, qu'on lit tout au long de ces 500 pages et davantage. Et donc, madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère que vous n'avez pas eu de mal à le faire, parce que vraiment, notre invité était absolument passionnant. Bien sûr, lisez son livre, il mérite qu'on s'y attarde et qu'on l'apprenne presque par cœur, tant qu'il comprend d'événements fondamentaux. Merci donc, à bientôt pour que nous nous retrouvions pour de nouvelles émissions, et en attendant, portez-vous bien, soyez heureux, et vive la France.